Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre ce soir. On va commencer d'ici une minute, hein, le temps pour tout le monde de se connecter. Et puis, ça nous permettra, avant que Valérie se présente, déjà de tester le son et la présentation. Alors, pour ceux d'entre vous qui sont déjà connectés, si vous pouvez nous mettre un petit mot dans la fenêtre questions pour nous confirmer que le son fonctionne correctement, et bah parfait. Voilà, on nous confirme son et image OK. Eh bien, impeccable. On va pouvoir attendre une petite minute et puis on pourra commencer la présentation. Impeccable. Eh bien, écoutez, merci, merci à tous de nous rejoindre ce soir. Nous avons la chance d'être accompagnés de Valérie Gastaldi et on va parler un petit peu de ce qu'on pourrait prévoir ou en tout cas attendre pour 2025, les conséquences que pourrait avoir la baisse des taux et puis la reprise de la croissance. Alors, avant que nous démarrions, est-ce que tu veux te présenter en quelques phrases, Valérie? Oui, bonsoir à tous et puis bonne année, bonne année 2025. Je ne vais pas vous proposer des anticipations super réjouissantes, mais c'est pas grave, il n'y a pas que la bourse dans la vie. Donc, je travaille chez Day by Day depuis bien longtemps maintenant, 24 ans, 25 ans bientôt. J'y ai développé avec l'équipe une méthode qui s'appuie bien sûr beaucoup sur les graphiques, c'est ce pourquoi on est connu, la partie analyse technique, mais on a aussi d'autres cordes à notre arc. On fait beaucoup d'analyse de consensus. Euh, dont je parle rarement parce qu'en fait les outils ne sont pas facilement disponibles et c'est assez compliqué. Mais ça fait partie de ce que l'on utilise et puis de l'analyse de cycle aussi à très long terme. Donc là aussi, ce sont des approches très particulières, mais qui nous permettent de développer des points de vue sur l'économie et d'avoir une vision long terme, mais des points de vue qui sont pas du tout, qui ne proviennent pas du tout de la même approche macroéconomique que ce que font les économistes dans les banques. Et donc souvent, on a des opinions différentes, surtout ces dernières années. Ça s'est fréquemment produit. Voilà, mais ce soir, on sera dans des choses plus classiques. Merci beaucoup Valérie. Je suis Maëva Chazal, directrice commerciale chez IG. Vous m'avez peut-être déjà eu au téléphone quand vous cherchiez un renseignement, que vous ouvriez votre compte de trading. Sachez que cette présentation est vraiment voulue pour être interactive. Donc, si à un moment vous avez des questions, besoin de précision, vous pouvez poser votre question dans la petite fenêtre prévue à cet effet. Et puis, j'y répondrai ou alors je la poserai à Valérie. Donc, vraiment, n'hésitez pas, hein. Ces sessions sont là pour que justement vous puissiez faire part de vos interrogations. Également, on sera disponible en replay dès demain sur IG Academy et également sur YouTube. Alors, je vais vous parler un petit peu d'IG parce que le mois de janvier, bah, c'est souvent le mois des bonnes résolutions et on a beaucoup de clients qui nous rejoignent en ce mois de janvier. Alors, c'est vrai que l'actualité politique hein, donne matière à ce type de mouvement. En tout cas, sachez que ce soir, Valérie va vous présenter son point de vue. C'est absolument pas des conseils ou des recommandations, c'est son point de vue d'analyse par rapport à sa méthode. Au niveau de IG, nous sommes présents depuis plus de 50 ans à l'international, bientôt 18 ans en France. Donc voilà, vous êtes avec un partenaire solide, de confiance, qui est basé en France. Pas de déclaration de compte à faire à l'étranger. Ça, c'est extrêmement important et vos fonds sont protégés. Par les temps qui courent et avec toutes les arnaques qu'il y a à la crypto-monnaie, etc., c'est important d'être accompagné d'un partenaire de confiance. Donc vraiment, avec IG, vous êtes bien entouré et vous avez accès à des outils extrêmement performants. Et vous le verrez tout à l'heure, hein, les analyses notamment que Day by Day propose et l'expertise dont vous fait part Valérie sont tous ces éléments justement qui vous permettent de pouvoir aborder les marchés financiers, en tout cas plus équipés et avec un accompagnement pédagogique. Eh bien, je te laisse la parole, Valérie. Bien, alors, on va justement parler un petit peu de consensus. Là, je parle par consensus, je me suis basée, j'ai cherché sur Internet ce que
S&P, l'organisme donc qui calcule des indices entre autres, mais qui a tout un ensemble de services sur les marchés financiers, avait compilé comme avis de la part des économistes et stratégistes sur les marchés américains au cours des dernières années. Alors déjà pour 2025, donc c'est pas mon avis du consensus que je suis en train de vous livrer, hein, c'est quelque chose qui statistiquement est beaucoup plus éprouvé que juste ce que moi je peux entendre à droite et à gauche. Donc aux États-Unis, ce qui est attendu, c'est que, bien entendu, comme cela a été annoncé, il y ait des baisses des impôts sur les sociétés. Donc ça serait bon pour les profits des entreprises américaines qui sont attendus en hausse. À cela devrait s'ajouter une activité économique sur lesquelles les gens ne forment pas d'anticipation très forte pour les États-Unis. Ils savent pas très bien quelles vont être les décisions de Donald Trump et à quel rythme. Mais enfin, l'activité économique aux États-Unis devrait être stable, voire en très légère amélioration. Pourquoi en très légère amélioration? Parce qu'en fait, ce que les gens pensent, c'est que la Fed souhaite poursuivre sa baisse des taux. Là, ils sont en train potentiellement un peu de changer d'avis, mais enfin, ils changent d'avis tout le temps. Hein, donc, mais dans l'ensemble, quand même, il y a toujours un consensus majoritaire qui envisage que la Réserve fédérale baisse ses taux et donc ça aurait un double effet positif. D'une part, ça soutiendrait l'activité économique et d'autre part, ça aurait un effet pour la revalorisation de ce qu'on appelle les PER, les Price Earning Ratio. Bon, on en reparlera un petit peu tout à l'heure, mais ça donnerait une bouffée d'air supplémentaire au marché américain. Donc, dans l'ensemble, le consensus est optimiste pour 2025. Alors, je vous ai dit que moi, j'allais pas vous raconter des choses qui étaient très réjouissantes. Vous voyez, pourtant, ça démarre bien. Alors, moi, je suis pas toujours d'accord avec le consensus. C'est pas une attitude qui est une attitude systématique d'être contre, mais le consensus, d'abord, a très souvent tort. Là, je vous ai récapitulé le consensus, toujours tel que compilé par S&P Global pour les années 2021 à 2024, donc les 4 années précédentes. Et c'est quand même assez drôle. On n'est pas obligé de partager cet adjectif. Drôle, c'est peut-être pas le bon mot, mais enfin, en 2021, les taux vont rester bas de façon indéfinie. C'est-à-dire qu'en 2021, les gens étaient tellement catastrophés par l'impact de Covid, enfin fin 2020, qu'ils pensaient que les taux négatifs en Europe, nuls aux États-Unis, ça pouvait durer 5 ans. Enfin, on a entendu des choses absolument incroyables. Et donc tout le monde était persuadé que l'économie allait rechuter parce que les entreprises étaient à 100 et qu'elles ne pourraient pas embaucher à cause de tout ce qu'elles avaient perdu comme activité pendant les périodes de confinement ou de ralentissement de l'activité. Bien entendu, si vous vous souvenez, ça n'a pas du tout été le cas. L'année 2021, en fait, c'était une année de reprise économique partout dans le monde. C'est vrai que les taux sont restés bas en 2021, mais pas de façon indéfinie. Hein. En 2022, les gens pensaient que l'inflation allait rester élevée, alors que c'est le moment où elle a commencé à baisser. Et comme ils pensaient que l'inflation allait rester élevée, ils pensaient que les banques centrales allaient relever leurs taux. En fait, en 2022, les banques centrales sont restées encore relativement calmes. Elles n'ont pas fait grand-chose. Et ils pensaient que l'économie allait se reprendre fortement, alors qu'en fait, en 2022, après la reprise de 2021, justement, l'économie, elle s'est quand même un petit peu essoufflée. Donc, c'était pas tout à fait bien vu. En 2023, ce qui était attendu, c'était une récession aux États-Unis. Et donc, les gens étaient persuadés que les taux allaient baisser ou rester bas, à défaut de baisser, hein, parce qu'ils étaient déjà très bas. Et ils pensaient, bien entendu, que les actions, du coup, il fallait les éviter, puisque des taux bas, mais parce qu'il n'y a pas de croissance, c'est pas bon pour les entreprises. Cette récession, elle était très inquiétante. Bon, là encore, c'est pas ce qui s'est passé. Aux États-Unis, la croissance, elle n'a pas été folle, mais enfin, elle s'est très bien tenue. C'est là qu'on a commencé en fin d'année à clairement parler de hausse de taux, parce qu'en fait, la récession n'arrivait pas. Et en 2024, les taux, ils avaient déjà
monter, hein, tout le monde s'attendait à ce qu'il reste élevé en début d'année. L'économie, les gens pensaient toujours qu'on avait besoin de cette récession parce qu'ils trouvaient que la hausse des taux avait été trop rapide. Et du coup, tout le monde était prudent en début d'année sur les actions. Début 2024. C'est bien oublié tout cela, mais le consensus était pris à défaut. Donc, quand on refait ça et qu'on lit le consensus 2025, on se dit qu'il ne faut pas forcément tout croire et qu'on a intérêt à se faire sa propre opinion sans adhérer nécessairement à cette image joyeuse et de facilité pour ce qui va se produire en 2025. Donc je vous rappelle, ce que les gens attendent en 2025, c'est d'abord une baisse d'impôts sur les sociétés. Donc ça, c'est un élément favorable qui est attendu. Mais on pourrait être surpris. Et baisse d'impôts sur les sociétés, d'abord, elle pourrait intervenir plus tard que ce que l'on pense, c'est-à-dire pas forcément au cours du premier semestre. Et puis, elle pourrait être plus faible que ce qui est attendu. Donc, on a quand même plutôt beaucoup de raisons d'avoir des déceptions par rapport à ce qui est déjà attendu, qui est plutôt favorable. Activité économique stable en légère amélioration, ça, c'est pas une anticipation qui est très forte, c'est relativement diffus ce qui est proposé. Donc, il n'y a pas beaucoup de déception particulière à attendre de ce côté-là. Baisse des taux, on a commencé à être déçus là depuis mi-décembre, mais on peut l'être encore parce que cette baisse des taux qui est attendue, là, elle aussi, elle pourrait être retardée. Et elle pourrait même ne pas avoir lieu. En fait, personne ne pense que la baisse des taux aux États-Unis n'aura pas lieu. Personne. Mais pourtant, on ne peut pas exclure qu'elle n'ait pas lieu. Et surtout, il y a beaucoup de cas qui font qu'elle pourrait au moins être retardée. Donc, en fait, le consensus, ce qu'il croit savoir, la baisse des taux de la Fed, qui est quelque chose qui est très ancré, une activité économique qui a été relativement soutenue aux États-Unis et qui donc ne pourrait que s'améliorer, et des profits des entreprises qui vont être meilleurs grâce à Trump, c'est que des bonnes nouvelles qui sont attendues, et il n'y a, pour ainsi dire, aucune mauvaise nouvelle pour le moment qui est envisagée par les investisseurs. Donc en fait, il y a beaucoup déjà de raisons d'être déçus que l'on peut envisager en 2025 et qui ne sont pas du tout anticipées par les gens. La déception, c'est quand même avant tout ce qui peut causer des baisses sur les marchés financiers. Alors, moi, il y a quelque chose qui m'interroge et que je vous propose que l'on regarde ensemble, c'est notamment les anticipations de baisse des taux sur ces marchés américains. Oui, j'avais préparé une petite slide pour vous rappeler, je ne sais pas si vous le savez tous ou pas, hein, mais que le cours des actions, c'est bien entendu une fonction du profit des entreprises et des taux d'intérêt. Hein. Les deux jouent et en fait, c'est toujours un équilibre à trouver entre les deux parce que si les profits des entreprises s'accroissent parce que l'économie est bonne, en fait, le pendant négatif de cet aspect positif, c'est que si l'économie est bonne, il n'y a pas forcément de baisse de taux et qu'il y a un moment même où la Réserve fédérale peut monter ses taux parce que comme elle doit contrôler le rythme de l'inflation, elle va utiliser sa politique monétaire pour renchérir le coût de l'argent, limiter les investissements et donc ralentir l'économie pour limiter cette inflation. Donc, cet équilibre entre profit des entreprises et taux d'intérêt, en fait, les investisseurs envisagent que l'on passe par un chemin étroit où on va avoir à la fois une hausse des profits et une baisse des taux. C'est rarissime que ça se passe vraiment comme ça aussi simplement parce que comme je vous ai expliqué, au bout d'un moment que les profits augmentent, en général, ça crée de l'inflation. Enfin, c'est que l'économie se porte bien, donc ça crée de l'inflation et donc il y a des hausses de taux et donc ça enchaîne d'autres mécanismes. Et là, c'est pas du tout ce que les marchés envisagent. Donc ils sont quand même sur une voie très étroite et statistiquement qui se produit assez rarement. Mais donc, moi, ce qui m'interroge, c'est les anticipations sur les taux américains. Donc, je pense que vous regardez pas très souvent l'évolution des taux. Ce sont des choses que quand on est investisseur privé, on n'a pas forcément facilement accès à ces graphiques et puis on comprend pas toujours très très bien. Pourtant, c'est pas compliqué. Là, ce que je vous présente, c'est un graphique en base mensuelle. Donc, chaque barre représente un mois. L'origine de mon graphique, tout en haut à gauche, c'est début 1995. Donc, c'est très vieux. Et
Le dernier plus bas, ici, 2020-2021, donc les taux à 0,025 de la Banque fédérale se sont traduits sur les emprunts à 2 ans américains. Donc le taux à 2 ans américain, c'est à quel niveau de taux d'intérêt est-ce que le gouvernement américain, quand il émet de la dette, dont la maturité est 2 ans, à quel taux d'intérêt est-ce que les investisseurs lui prêtent de l'argent? Donc c'est un taux de marché, ce n'est pas un taux qui est décidé par la Réserve fédérale. Eh bien, sur les taux d'intérêt, comme sur les actions, comme sur les indices, on peut faire de l'analyse technique. Et l'analyse technique, comme vous le savez, comme je l'ai réexpliqué au mois de, c'était novembre ou décembre, notre dernier séminaire, décembre, je crois. Ah, Maëva, oui, elle fait signe que Oui, oui. décembre, tout à fait. On a revu la formation des tendances. L'analyse technique, elle analyse les séries de creux et de sommets pour savoir si on a une tendance, et si elle est haussière ou si elle est baissière. Et en fait, si on se regarde ce graphique, on se rend compte qu'on a eu une zone de plus bas un petit peu au-dessus de zéro qui avait été longuement testée en 2012, 2013, 2014. Puis à nouveau en 2020, 2021, on était en fait un petit peu plus bas. Mais là, on a beaucoup accéléré en 2022. On a franchi ce sommet-là. Et après avoir franchi ce sommet, vous voyez qu'on est revenu. Alors, les niveaux ne sont pas parfaits, mais on a vraiment créé une polarité, c'est-à-dire que on est monté, on est allé à 3,50. Le précédent sommet, c'était 3. On a rebaissé très rapidement en l'espace de un mois et demi. On est allé un petit peu en dessous du niveau précédent et on est reparti à la hausse. Donc, on a créé une polarité haussière qui vient confirmer l'entrée dans une tendance haussière. Depuis qu'on a fait cette grande accélération et que les taux sont arrivés à 5,25 à peu près, les taux à 2 ans, 5,25 au plus haut aux États-Unis en 2023. Depuis qu'on a fait ça, on a eu une consolidation. Alors bien entendu, cette consolidation, il y a des gens qui peuvent se dire, en fait, c'est le début d'un retournement de tendance. C'est bien à cause de cette consolidation qu'on peut anticiper, que ça nous indique bien qu'il y a un mouvement de baisse de taux aux États-Unis qui a démarré et qui va se poursuivre. Pourtant, si on analyse cette tendance, on se rend compte que ce dernier creux, qui est le creux qui a permis de rejoindre un nouveau sommet, donc c'est le niveau qui, en termes d'analyse des creux et des sommets, maintient la tendance haussière active. Ce dernier creux, il n'a pas été enfoncé. Quand on a baissé fin 2024, on est allé retester le même niveau et on a rebondi. Donc, la tendance haussière qui a démarré en 2021, qui consolide depuis 2023, elle est toujours haussière. C'est juste une question d'horizon de temps, c'est-à-dire que là, je vous présente un graphique à long terme, mais on est en train de parler de ce qui peut se passer en 2025. Donc, je ne vais pas regarder un graphique en base quotidienne parce que ça me donnerait une vision à 2 ou 3 semaines. C'est pas ce dont on veut parler ensemble ce soir. On est là pour parler de l'année. Que peut-il se passer pendant l'année? Donc, pendant cette année, on va avoir 12 nouvelles barres et la direction de ces 12 nouvelles barres, c'est qu'on a rebondi à 3,50. Donc, l'hypothèse principale que l'on doit faire, c'est que sur 12 barres, on a une sacrée probabilité de revenir à 5,25, voire d'aller plus haut. Peut-être que ça prendrait plus que 12 barres d'aller plus haut. C'est un petit peu tôt pour se prononcer parce qu'il y a une question de rythme. On ne sait pas combien de temps ça va prendre. En tout cas, on ne peut pas dire que ça va baisser. Pour le moment, c'est vraiment trop tôt pour dire que ça va baisser. Sur les taux à plus long terme, les taux à 10 ans, qui vont être plus proches des horizons d'investissement si on pense en termes de structure pour les entreprises, des investissements longs des entreprises, elles empruntent entre 5 et 10 ans. Eh bien, la tendance sur les taux américains à 5 à 10 ans, on a fait le point bas en 2020, on a monté tout doucement au début, et puis en 2022, on a un peu accéléré à la hausse, on est allé à 5 fin 2023, et depuis on consolide aussi. Mais vous voyez que là aussi, le dernier sommet, il est là à 5. Le creux qui a précédé ce sommet, donc le dernier creux qui a permis de rejoindre un nouveau sommet,
le niveau d'invalidation de la tendance haussière. Là, à 3,20, on ne l'a pas enfoncé. Vous voyez que ce niveau à 3,20, c'est aussi 38% de la hausse. Le retracement de 38%, c'est très important, d'autant plus important qu'on est sur des horizons de temps qui sont long terme. En fait, les niveaux d'invalidation, il vaut mieux qu'ils soient confirmés par un ratio de 38% de Fibonacci. Et en plus, on a une polarité haussière là aussi, hein, c'est-à-dire que le dernier niveau de reprise de taux à 3,20 qui avait été testé en 2013-2014 et puis après encore en 2019, et ben, quand on l'a franchi, on est revenu se poser dessus pour aller chercher le nouveau sommet. Donc en fait, sur ce graphique, une fois encore, tout me dit que, ok, on a interrompu en 2023 la hausse pour une respiration, mais la consolidation, elle a été de très faible amplitude au regard de la hausse précédente, puisqu'on n'a pas retracé 38%, on n'y est même pas allé, et on est en train de repartir à la hausse. Donc, sur un horizon de temps long terme, de plusieurs mois, il n'est pas raisonnable de croire que les taux américains à 10 ans vont baisser. Là, je vous ai mis le détail, alors détail, c'est sur 5 ans, en horizon de temps hebdomadaire, donc ça va nous donner une vision sur, disons, 2-3 mois de ce qui peut se passer aux États-Unis. Sur 2-3 mois, là, on voit le sommet de 2023 avec cette consolidation. Hein, on voit bien cette partie-là. Voilà, donc c'est cette partie-là. Et en fait, effectivement, on se rend compte que dans la baisse ici, on n'a pas de polarité. C'est-à-dire que les creux et les sommets, ils se chevauchent. C'est le contraire d'une tendance affirmée. Une tendance affirmée, vous voyez par exemple ici, on a le sommet, on baisse, on dépasse le sommet, et bien on revient prendre appui sur le sommet précédent pour repartir à la hausse. Là, on a une polarité haussière. Mais là, depuis, on n'a pas de polarité baissière. À aucun moment, on a de polarité baissière. Là, on a une toute petite polarité haussière qui vient à nouveau de s'installer sur 4,50. Bon, mon graphique, il date il y a un peu moins d'une semaine. On a un petit peu dépassé le niveau de 4,75, pas énormément, mais de toute façon, ce que ce graphique il nous dit, c'est qu'on avait une pause court terme possible, mais que déjà aller à 5, ça paraît vraiment facile, et que après peut-être 2, 3, 7 barres de consolidation, donc quelque chose comme un mois et demi de consolidation, il y a de fortes chances pour qu'on reparte à la hausse puisque cette tendance est toujours haussière. Donc 2025, les taux, la probabilité pour qu'ils baissent, elle n'est pas très élevée aux États-Unis. Vous allez me dire, en Allemagne, en Europe, enfin l'Allemagne c'est un peu l'enfant malade de l'Europe hein, en ce moment, la France est peut-être encore pire, ça dépend sur quels critères, mais en tout cas en termes de croissance, l'Allemagne est très franchement à la traîne, donc potentiellement en Allemagne l'image pourrait être différente, on pourrait avoir des taux allemands qui nous laissent envisager que la Banque Centrale Européenne, elle, aurait une politique monétaire beaucoup plus accommodante que la Banque Centrale américaine. Et pourtant, quand on regarde l'évolution du taux à 10 ans allemand, alors oui, il est allé beaucoup moins haut. Le sommet, il est à 3, alors que sur le taux à 10 ans américain, le sommet était à 5. Mais on a une croissance qui est beaucoup plus faible qu'aux États-Unis. Mais en tout cas, ce qui reste tout aussi valable, c'est qu'on a une tendance qui est haussière, avec des polarités haussières, une consolidation de très faible amplitude, puisque on n'a pas retracé 38% de la hausse. On est resté à tout moment au-dessus de 38% de la hausse. On a toujours des creux et des sommets qui sont ascendants. Maëva, tu as une question? J'ai l'impression que... Non? Oui. Tout à fait. On a une question pour. Alors, déjà, c'était une seule baisse de taux pour les US, mais comme tu le disais, c'est difficile de savoir comment la Fed finalement gérera ça. Est-ce qu'il y aura plusieurs étapes? Est-ce que ça se fera en une fois Bah, si on au cours regarde de ces l'année? graphiques, il y a des chances pour que la Fed ne fasse quasiment rien. C'est plutôt ce que nous disent les graphiques. Hein, alors que début décembre, c'était 3 baisses de taux qui étaient envisagées. Là, on est à un peu plus d'une, mais moins de 2.
Ça peut encore évoluer, on verra. Mais les graphiques, ils laissent très peu de place à la baisse de taux. Ils nous disent plutôt, mais là, c'est pas. Là, les graphiques que je regarde, ce sont les graphiques de taux de marché, hein, attention. Donc, il peut y avoir un écart entre ce que la Fed fait, surtout si elle fait 25 points de base, c'est pas grand-chose, et ce que font les taux plus longs, les taux à 10 ans, ils peuvent ignorer complètement une baisse de 25 points de base. Mais vous voyez que la tendance générale des taux, elle est à la hausse, elle n'est pas à la baisse. Donc, quand les investisseurs envisagent que ça va être un facteur de soutien à l'économie et aux valorisations des entreprises américaines, parce que bien entendu tout le monde se rend compte qu'elles sont déjà un petit peu élevées, ces valorisations, c'est très osé, c'est franchement très osé. Moi j'appelle ça pisser contre le vent, hein, parce qu'ils vont contre la tendance. Donc moi je fais pas ça. Je ne peux pas partager cette anticipation avec les investisseurs. Et donc, bien entendu, ça m'introduit tout de suite un élément très modérateur dans ce que je peux envisager pour l'année 2025. Alors, il y avait Euh, une autre question oui, aussi après, peut-être que tu oui, vas bien l'aborder sûr, au cours vas-y, de la vas-y. présentation. Pensez-vous que cette année, le marché chinois puisse décoller? Bon, alors là, on verra après. Je sais pas si j'aurai le temps de vous montrer un graphique. N'achetez jamais les choses qui baissent. Voilà, je ne peux pas vous proposer autre chose que ça. Ça marche pas. Voilà. On peut tout imaginer, d'accord, mais si on joue avec son imagination, on part et on dit n'importe quoi, mais absolument n'importe quoi. Et par exemple, pourquoi pas les actions chinoises pourraient se mettre à monter. Ben moi, je vais attendre d'avoir la preuve que les actions chinoises montent parce que sincèrement, si elles se mettent à monter, elles ont beaucoup de potentiel. Donc, je préfère être un peu en retard avec une très forte probabilité d'avoir raison que d'être en train d'acheter un couteau qui tombe et d'avoir une probabilité très faible d'avoir raison. Voilà. C'est pas du tout dans ma façon de travailler. Je, je pense que on ne peut rien prévoir. Ce qui compte, c'est de se mettre dans le sens de la tendance avec des niveaux clairs pour changer d'avis. Et que si la décision qu'on prend, on n'est pas capable de supporter le risque qu'elle implique, il ne faut pas la prendre. C'est une mauvaise décision. C'est pas parce que ça va se produire ou ça va se produire, parce que la vérité, c'est que personne ne sait. Voilà, donc on s'en fout de savoir si on sait ou si on ne sait pas. Ce qui compte, c'est si vous achetez le marché chinois, combien vous pouvez perdre et combien vous pouvez gagner. Voilà. Euh, donc, je vous disais, les taux, on a vu que il y avait de fortes chances pour qu'ils soient orientés à la hausse en 2025, que ce soit les taux plutôt courts ou les taux longs. Donc, contrairement aux anticipations des consensus, pas de baisse de taux. Au mieux, on va avoir de la stabilité, c'est-à-dire qu'au mieux, on va avoir des taux qui vont monter à 5, puis qui vont rebaisser un peu, puis qui vont remonter un peu, puis qui vont rebaisser un peu, et qui vont mettre longtemps avant de rejoindre de nouveaux sommets. Ça, c'est l'option la plus optimiste pour 2025 que l'on puisse avoir. Des taux stables, c'est ce que l'on a eu en 2024. Ça n'a pas empêché les actions de monter, effectivement. Donc, si on a cette hypothèse de taux stable, c'est-à-dire si les taux sont lents à remonter, alors peut-être que les actions pourront monter. D'autant que il y a encore une fois cet écart entre les décisions de la Fed et l'évolution des taux à 10 ans ou à 7 ans ou à 5 ans. Enfin, la partie de la courbe des taux qui correspond aux échéances auxquelles les entreprises empruntent le plus souvent. Est-ce que le coût d'emprunt pour une entreprise américaine va beaucoup croître ou pas? De toute façon, il a de fortes chances de croître plus que les taux courts. Euh, voilà, donc stabilité. Alors le S&P, je vous disais, les gens l'attendent à la hausse. Bon, ben, c'est normal qu'ils l'attendent à la hausse et c'est difficile de dire autre chose parce que la tendance sur le S&P 500, c'est sûr qu'elle est haussière. Quelles que soient les raisons, que ce soit pour une mauvaise raison, à savoir la baisse des taux, que ce soit pour une peut-être bonne raison, même si elle est moins bonne qu'attendue, une baisse des impôts qui serait faible, annoncée, Donald Trump et son gouvernement pourraient annoncer une baisse
intermédiaire pour commencer sur les impôts, et puis pourrait dire d'ici 3 ans, on rejoindra tel type d'objectif ou d'ici 4 ans. Bon, ça, si c'est ce qui est annoncé, on ne sait pas du tout comment le marché va y réagir, parce que il peut soit réagir en disant c'est super, c'est ce qu'on voulait, c'est très bien, ou bien alors dire ouais mais on pensait que ça allait aller plus vite, ou bien alors oui mais alors le temps qu'on y arrive, entre-temps il peut se passer autre chose. On ne sait pas ce que le marché va penser, parce que ce qui compte c'est pas seulement ce que Donald Trump va dire, que l'on ignore, c'est en plus ce que l'on ignore complètement, c'est que le marché va-t-il penser de ce que Donald Trump va dire, hein. Donc essayer de prévoir, vous voyez que c'est compliqué, c'est à tiroir. Mais en tout cas, ce que nous disent les prix sur le S&P 500, c'est que les investisseurs, ils sont optimistes et ils ont envie d'acheter. Pourquoi? Parce que sur ce S&P 500, récemment encore, on a eu une polarité haussière de moyen terme. Là, je vous présente 5 ans en données hebdomadaires. Et vous voyez sur ces 5 ans en données hebdomadaires, ici, on a eu un plus bas autour de 5007 qui a été testé à plusieurs reprises et ça correspondait en gros au sommet précédent de l'été. Donc, le marché, il continue à grimper avec des marches. Alors là, en fait, on avait légèrement en juillet enfoncé le précédent sommet, mais on l'avait enfoncé en ouverture de la semaine, en clôture de la semaine, on est resté au-dessus. Donc pour le moment, la tendance elle est haussière. Il y a rien à dire d'autre sur le S&P que c'est haussier. Donc c'est normal que dans l'ensemble, les investisseurs soient plutôt optimistes sur le S&P 500. Maintenant, la difficulté, c'est est-ce que, justement, dans quelle mesure leurs anticipations optimistes ont déjà complètement été intégrées au prix ou non? La vraie question, c'est ça. Et ça, c'est pas possible de répondre à cette question. Est-ce que dans l'ensemble, les gens, ils attendent une baisse moyenne de 3% des impôts en 2025 et puis 3% en 2026, ou bien alors la première annoncée en 2026 applicable en 2027, ou bien alors on ne sait pas ce détail-là. On ne sait pas comment les gens vont réagir à rien de tout ça. Donc la seule chose qui peut nous aider, c'est de regarder ces niveaux de support pour ajuster les positions et décider de la prise de risque que l'on va engager en 2025. Alors, j'ai un deuxième graphique à court terme. Donc, à court Avant terme, que tu passes au graphique, si tu veux, Valérie, on a une oui, question. oui. Justement sur le lien entre les taux et la tendance sur les indices. Donc Hmm, la personne qui disait suite à tout ce que tu avais expliqué, ce qui veut dire que les oui. taux donnent la tendance sur les indices. Alors, pas toujours, mais depuis 24 ans, 25 ans, parce que j'étais sur les marchés bien avant, enfin pas 25 ans, 40 ans que je suis sur les marchés financiers, euh, même un peu plus. Oui, les taux d'intérêt, les marchés de taux d'intérêt sont toujours beaucoup plus clairvoyants que les marchés actions. Mais il peut y avoir sur quelques mois, pendant 2 mois, 3 mois, rarement plus de 6, mais pendant un temps, on peut avoir des marchés de taux d'intérêt qui nous disent attention, euh, le coût de l'argent se renchérit, donc ça va ralentir l'investissement, et des marchés actions qui disent oui mais on s'en fout parce que ça va changer, parce que moi je crois que l'économie va croître tellement vite, ou bien alors les taux d'intérêt vont rebaisser, ou bien enfin, bon, voilà, les gens sur les marchés actions ils arrivent à voilà, ils peuvent vous dire aussi oui mais c'est pas grave parce que les États-Unis, ils vont faire de tels gains de productivité grâce à l'intelligence artificielle que les profits des entreprises vont exploser. Ce qui compte, c'est les profits des valeurs technologiques et puis des méga caps américaines qui portent tous les indices. Donc c'est elles qu'il faut acheter principalement. Il y a plein de discours que les gens sur les marchés actions sont capables de vous raconter et dont ils peuvent s'auto-intoxiquer pour justifier de mouvements qui ne sont pas en lien avec ce que une évaluation correcte de marché pourrait être selon les marchés obligataires. Voilà, donc il peut y avoir une décorrélation entre les deux qui dure. C'est mais quelques mois. Voilà. Euh,
ce qui peut se produire, comme je vous le disais, c'est plutôt que les taux soient calmes et que donc les actions réussissent à continuer à monter. Mais si les taux se mettent à monter, en fait, actuellement, on a des valorisations du marché américain qui sont déjà relativement élevées et qui donc deviendraient très difficilement justifiables si les taux montaient plus. Donc c'est vraiment le chemin pour faire monter les actions américaines, il est très étroit. Il faut qu'il y ait tout un ensemble, tout un faisceau d'événements favorables, simultanés, qui se produisent au cours des mois qui viennent. Il y a plein de petits pets de travers qui peuvent se produire et qui peuvent limiter l'appréciation des actions américaines ou causer une correction. Parce qu'en fait, ce qu'il va falloir surveiller, donc pour le moment, le marché américain, et retour sur les définitions de tendance, parce que les graphiques, c'est toujours important. Le marché américain, il a légèrement enfoncé ce premier niveau de support, 5853, mais c'est pas grave. Vous voyez, ce qui compte, c'est le support majeur, là, il est tracé à 5696, toujours ce fameux 5700, hein, c'est ce niveau pivot, c'est 38% de la hausse depuis le mois d'août. Et surtout, il ne faut pas mettre son niveau d'invalidation ici. Il ne faut pas se stopper ici et changer de position ici parce que, en fait, le mouvement de hausse, il a démarré là. Ça, c'est une petite baisse intermédiaire dans tout ce mouvement-là. Bon, là, c'est vraiment une question de... Il faut regarder des graphiques, mais la hausse depuis le mois d'août, elle a 3 temps. Elle a ce premier temps ici, hausse-baisse, premier temps. Deuxième temps ici, hausse-baisse. Troisième temps, hausse-baisse. Ce qu'on ne sait pas, c'est si effectivement, ça, là, c'est juste une consolidation et on repart faire de nouveaux sommets, ou bien alors la consolidation, elle va durer beaucoup plus longtemps. Quand est-ce qu'on va savoir? Parce que ce qui compte, c'est quand va-t-on savoir? Si on enfonce le 5007, alors, que se passe-t-il? La base sur laquelle on a construit les derniers sommets. Vous voyez que ces sommets, ils ont été confirmés, enfin, cette tendance haussière, elle a été confirmée à court terme en octobre et en novembre. À 5007, on a pris appui à plusieurs reprises. Cette base-là, et puis c'est les niveaux depuis lesquels on s'est envolé avec l'élection de Trump aussi. Donc cette base-là, elle est enfoncée. Ça veut dire qu'on est en train de dire le marché, il met aux oubliettes tout ce qui était lié déjà à l'élection de Trump. L'élection de Trump, c'est là. Si on passe en dessous d'ici, ça veut dire qu'on revient en termes de valorisation à un monde qui ne tenait pas compte de Trump. Donc, la baisse des impôts, on n'y croit plus, par exemple. Et puis, il va y avoir des phénomènes après de déception, de peur qui vont arriver en chaîne. Parce que quand les gens ils ont acheté, ils ont beaucoup acheté en novembre et en décembre, quand les gens ils ont acheté pour certaines raisons et puis que tout d'un coup ils se mettent à douter parce qu'ils sont en train de perdre 10%, ils peuvent commencer par vendre un petit peu parce qu'ils sont obligés de vendre un petit peu et puis parce qu'ils se mettent à douter, parce que ceci, parce que cela et on ne sait pas où ça va. Donc sous 5700, à court terme déjà, court terme pour moi, c'est quelques semaines, hein, je précise. À court terme, ça veut dire qu'il faudrait être très prudent. Mais pour le moment, à chaque fois que vous avez des baisses du marché américain, vous avez plutôt intérêt à continuer à acheter le marché américain parce qu'il est toujours en tendance haussière. Je ne peux pas vous dire autre chose que ça. En décembre, on m'a déjà posé la question, je ne sais plus quelles actions on avait regardées. Oui, il fallait toujours acheter, mais c'était pas une question de. Vous voyez, c'est pas une question de qu'est-ce que je pense, c'est une question de que nous dit le graphique. Hein, c'est ça qui compte. Il faut être objectif dans les décisions qu'on va prendre en cours d'année. Et pour le moment, aux États-Unis, les actions, elles arrivent toujours à être bien orientées. Donc ça a un côté inquiétant, mais on ne sait pas combien de temps les gens vont mettre à réellement prendre peur. Je reviens sur le graphique précédent. Bien entendu, ce qui est embêtant, c'est que on voit en 2022 que le marché, il était en tendance haussière, super régulière, et puis il est passé relativement vite dans cette phase de correction. Alors je dis relativement vite parce qu'en fait, si vous gardiez la tête sur les épaules, vous aviez du temps. Vous voyez que il avait rejoint ce nouveau sommet ici. Et puis,
le niveau qui tenait toute la hausse, il était là, on l'a enfoncé, on a rebondi, on l'a réenfoncé, on l'a on a rebondi. Donc en fait, si vous aviez acheté haut, bah forcément vous perdiez de l'argent, ce n'est pas une bonne idée. Mais est-ce que vous en perdiez énormément? Pas tellement. Et surtout, vous aviez eu plein d'occasions pour acheter auparavant. Vous n'êtes pas toujours obligé d'acheter au plus haut. Vous auriez pu acheter, je sais pas, ici par exemple, en plein milieu. Bah, si vous aviez acheté en plein milieu, vous aviez le temps de sortir et de continuer à sortir avec un profit. Donc, les retournements de tendance, à part quand ils sont super rapides comme pour Covid, dans l'ensemble, ils prennent du temps et ils sont accompagnés d'un peu de remue-ménage qui permet de rester calme et de se dire bon bah ok, je vais essayer de optimiser ma façon de sortir. Voilà. Donc pour le moment, on est dans cette situation-là où on se dit bon bah si j'achète, je sais pas très bien si on va réussir à aller beaucoup plus haut, c'est pas sûr, mais le risque, si j'achète près d'un niveau de support, 5007, si on baissait à 5120, ça serait encore mieux, bien entendu. Alors là, ça serait un point d'entrée super sur le S&P 500. Mais le risque sur le S&P 500, il est quand même pas non plus impossible à maîtriser. Voilà. Et c'est ce qui compte, c'est que vous posiez cette question de voilà mon risque, est-ce que je le prends ou est-ce que je le prends pas? Parce que il faut accepter que que vous preniez des mauvaises décisions. Enfin non, que vous preniez des décisions perdantes. C'est pas forcément une mauvaise décision, une décision perdante. Si elle a été prise de façon rationnelle et que votre perte vous l'a coupée en restant dans les limites de ce que vous aviez accepté de perdre, c'est pas une mauvaise décision. Une mauvaise décision, c'est une décision qui est prise en tirant un pile ou face. Donc le S&P 500 pour le moment toujours haussier. Alors, on a encore une Oui, question du fait de tes oui. explications. Pourquoi le creux de novembre ne peut pas être pris comme le dernier puisqu'il a fait un nouveau sommet? Celui-là, parce qu'en fait, Exactement. c'est celui-là, 5853. En fait, le nombre de jours de baisse ici et le nombre de jours de hausse sont trop courts. Donc, c'est pas le même horizon de temps. Si vous étiez en train de travailler sur des horizons de temps de 120 minutes ou 240 minutes, et que donc vous ouvriez des positions avec comme objectif de les refermer dans la semaine, euh, alors vous auriez utilisé ce niveau d'invalidation ici au début, mais en fait, si vous, enfin, même celui-là, vous auriez même a priori remonté sous ici par la suite. Donc c'est une question d'horizon de temps. Là, sur l'horizon de temps dont je vous parle, si on veut se projeter à plusieurs semaines, donc un mois ou 2 mois, il faut s'appuyer sur ce creux-là. Parce que si vous voulez vous appuyer sur, si vous voulez pas prévoir, mais prendre des décisions pour 1 ou 2 mois, mon conseil, moi la règle que j'utilise quand je doute, c'est que je cherche des mouvements où il y ait au moins 10 barres entre un sommet et un creux. Sinon, c'est pas dans mon horizon de temps. Voilà, donc ici c'était super rapide entre le sommet et le creux, on a 4 jours, 5 jours, pas plus. Et là dans la hausse, on a 1, 2, 3, 4, 4, 5 jours aussi. Donc c'est trop rapide. Voilà, c'est trop rapide. L'invalidation, et puis en plus, si vous voulez, le 38%, il est ici, quoi. Donc, 38%, c'est toujours le niveau le plus important. Ce creux-là, c'est le 38% du mouvement depuis ici. Mais le mouvement depuis ici, il fait pas de sens. C'est pas un mouvement complet. Donc, non, là, ça demande peut-être un petit peu d'expérience. Et puis en plus, c'est aussi, ça fait partie de la subjectivité. Effectivement, il y a un moment où il faut faire un choix. Euh, et, et il faut juste avoir ses propres règles de choix pour être consistant dans la méthode qu'on applique. Et parfois, les choix seront bons, parfois les choix seront mauvais. Moi, je trouve qu'avec ma méthode,
j'ai une majorité de choix qui sont pertinents, donc je continue à l'appliquer. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres méthodes qui sont pertinentes aussi, hein. Je ne peux pas en parler, je ne les connais pas. Est-ce qu'il y avait autre chose, Maëva? Non, c'est bon. Ok. S&P. Alors, le S&P, il a une allure qui est relativement différente. En fait, le S&P, je veux dire, le Nasdaq, pardon. En fait, il est, d'une certaine façon, il a été moins dynamique que le S&P 500. Parce que vous voyez que dans cette hausse-là, on n'a quasiment pas de polarité. Elles sont très difficiles à discerner, ces polarités. Là, on a un sommet qui sert de creux, mais on a quand même tourné autour pendant un long moment, donc c'est pas extraordinaire. Ce sommet-là, il a été enfoncé. Ce sommet-là, il a été enfoncé. Pour le moment, on n'a pas de polarité haussière dans le Nasdaq. On a bien un Nasdaq qui progresse, mais sans polarité haussière. Donc ça traduit, moi, quelque chose, une fois encore, que je n'aime pas, c'est que tel que j'entends le consensus, hein, là pour le coup, c'est pas recueilli auprès de S&P Global, mais il y a quand même beaucoup de gens qui pensent que les marchés américains vont continuer à être portés au sens large par les marchés tech, donc par le Nasdaq. Et pourtant, ce Nasdaq, il avance avec moins de vigueur et moins d'entrain que le S&P 500. Et quand j'entends des gens qui disent une chose et quand je vois le marché qui en fait une qui n'est pas tout à fait la même, je me dis, tiens, il y a quelque chose, c'est une dissonance et je suis toujours un petit peu embêtée. Alors, on verra, hein, une fois encore, on n'a pas encore enfoncé le 38% de retracement depuis le mois d'août. Donc, tant qu'on est au-dessus de 20 280, ce Nasdaq 100, peut-être que tout d'un coup, il va retrouver de l'élan. Et pour le moment, il faut y croire. Mais acheter à 21 000, par exemple, ça veut dire que si vous achetez le Nasdaq à 21 000, ou un portefeuille de valeurs technologiques à 21 000, vous ne pourrez vous couper que sous 20 280. Donc, sous 20 280, il faut que vous comptiez au moins 180 points de bruit intraday, hein, parce que parfois les niveaux pendant la journée ils sont pénétrés mais ils sont récupérés en clôture, donc l'invalidation n'est pas déclenchée en fin de journée. Donc ça vous fait quand même 5% de potentiel de perte pour vous couper. Donc vous l'acceptez, vous l'acceptez pas. Si vous l'acceptez pas, vous attendez. Et si à un moment donné, on se rapproche de votre prix d'entrée, peut-être que vous achèterez à ce moment-là. Si on se rapproche pas, peut-être qu'il faudra que vous attendiez que le Nasdaq dépasse 22 130 et puis qu'après l'avoir dépassé, il fasse un repli, que ce repli représente 38% de la hausse, que ce soit le précédent sommet, donc que ce soit potentiellement un niveau d'invalidation et que vous achetiez à ce niveau-là en ayant un risque à ce moment-là qui sera contrôlé par un niveau de stop qui sera plus élevé qu'aujourd'hui, mais qui vous donnera un risque à vous qui sera mieux maîtrisé. D'accord? Ce qui compte, c'est pas le prix que vous payez, mais combien vous risquez de perdre quand vous payez ce prix-là. Voilà. Donc, Nasdaq, 20 280. Donc, je dis, tout le monde nous dit, les valeurs américaines, elles vont monter, les valeurs de la tech, c'est super. Pourtant, le Nasdaq, c'est quand même à surveiller. Et ce qui est encore plus à surveiller, c'est Nvidia. Parce que, regardez Nvidia, là, on a le sommet de juillet 2024. Le sommet de juillet 2024 sur le Nasdaq, il est là, on est au-dessus. Le sommet de juillet 2024 sur le S&P, il est là, et on est bien là. Donc, en fait, il y a une grosse panne sur la tech et une grosse panne sur l'intelligence artificielle. Donc, penser que les marchés américains, ils vont réussir à monter grâce à l'intelligence artificielle, c'est pas pour tout de suite. Peut-être que ça va se rétablir dans un certain temps, mais pour le moment, c'est pas le cas. Donc, Nvidia, elle est toujours en tendance haussière et elle est toujours au-dessus de son support majeur. Le support majeur, c'est 128,80.
Si on clôture sous 128,80, il n'y a plus de tendance haussière sur Nvidia. 128,80, c'est ce précédent creux, c'est le dernier sommet dans cette consolidation en rectangle, et surtout c'est 38% de la hausse depuis le mois d'août et jusqu'au mois de novembre. C'est 38% de ce mouvement-là. Donc Nvidia, tant qu'elle est au-dessus de 128,80, elle peut se reprendre au bout d'un certain temps. Les consolidations, on peut en sortir par le haut, hein. Donc si elle reste au-dessus de 128,80, elle pourra repartir dans un moment, on dépassera 152,90 et on repartira pour un tour. Mais elle est quand même un peu faible en ce moment, comme le Nasdaq 100. Donc les principaux soutiens de la hausse du S&P, c'est plus ce que l'on a connu. Donc il y a beaucoup de gens qui disent oui, mais on va avoir de la rotation sectorielle. Comme on peut penser qu'on va avoir une hausse de la part des indices chinois, en termes de probabilité, c'est pas une bonne idée de penser que les valeurs qui ont beaucoup baissé vont être à l'origine d'un mouvement haussier conséquent. Je parle de probabilité. Bien entendu, il y a des moments où ça se produit, mais sachez que les valeurs les plus faibles d'un marché sont celles qui montent le moins longtemps. Donc, quand vous les achetez, il faut que votre timing soit beaucoup plus précis pour arriver à gagner de l'argent avec. Voilà, on a fait un webinaire qui doit s'appeler comment maximiser ou optimiser la probabilité d'avoir raison, quelque chose de ce goût-là, dans lesquels je parle justement de ce qui est force relative et je montre des exemples là-dessus. Voilà, donc sur ces marchés américains, ce qui va être important, c'est tous ces niveaux d'invalidation en chaîne qu'il faudra surveiller. Tant qu'NVIDIA est au-dessus de 128,80, il n'y a pas de gros soucis à se faire pour le Nasdaq. Tant que le Nasdaq est au-dessus de 20 280, il n'y a pas de gros soucis à se faire pour le S&P 500, parce que ça veut dire que Nvidia reste en tendance haussière, ralentie, mais toujours haussière. Le Nasdaq est toujours en tendance haussière, ralentie, mais toujours haussière. Et du coup, le S&P 500, lui, tant qu'il est au-dessus de 5700, il est toujours en tendance haussière, pour le moment ralenti, mais il reste toujours en tendance haussière. Voilà. Si ces niveaux sont cassés, et surtout si les trois sont cassés à peu près simultanément, enfin sur 3 jours, quoi, sur 2-3 jours d'affilée, alors ça change tout. Et là, on aura un signal que on a la correction qui peut être envisagée, parce qu'à un moment donné, ce S&P 500, il a quand même bien progressé, hein. On était à 3500, on est allé à 6100 en 2 ans. C'est une hausse qui est relativement forte, sans quasiment de correction. Donc, statistiquement, une correction va devenir nécessaire, hein, aussi. Voilà. Donc, J'ai juste une petite question, Valérie, oui, excuse-moi de t'interrompre. On me demandait l'unité de temps des graphiques, si c'était du weekly ou du monthly. oui, oui. Alors là, tous les graphiques, alors non, pas tous. Euh, hop, voilà. Ça, c'était du weekly, le S&P 500 moyen terme. Et après, je suis passée sur du daily. Donc, c'est le court terme et c'est les premiers signaux à surveiller. Mais après, c'est des systèmes, c'est des mécaniques de poupée russe. Parce que vous voyez, si, hop, Nvidia daily, si elle enfonce 128,80, ben, le Nasdaq, il va réintégrer 20 280, enfin, et le Nasdaq réintègre ça, le S&P va pas tenir parce que c'est les plus gros poids, hein. Et donc, si le S&P vient enfoncer 5700, alors ben, les objectifs suivants, ils se retrouvent sur le graphique de moyen terme et c'est d'aller à 5120. Voilà, si on enfonce ce niveau-là sur le S&P, le niveau de support suivant, c'est le 38% de la hausse, c'est donc 5120. Donc vous avez cet espace qui pour le moment n'est pas déclenché, donc pour le moment on peut toujours envisager d'aller à 6004, 6005, mais à surveiller ce niveau de risque à 5007. En Europe, sur le stock 600, là on revient sur de l'hebdomadaire. Bah, c'est beaucoup plus mou, comme vous le savez tous. C'est beaucoup plus mou, mais finalement c'est plat. Et la structure haussière, elle est toujours existante. Vous voyez que ce creux du mois de juillet, hein, finalement, en mèche, on est allé sous le retracement de 38% de cette hausse, mais on est à peu près resté au-dessus des sommets de janvier 2022. Donc c'est juste que c'est super plat.
Donc, est-ce que vous avez vraiment intérêt à investir beaucoup en Europe? En tout cas, pas de façon diversifiée. Il y a des indices européens qui sont plus adéquats que d'autres. Alors, bien entendu, je reviendrai là-dessus après. Celui qui est pas très adéquat, c'est le CAC 40. Le CAC 40, il n'a pas de polarité. Hein. Vous voyez que ces deux sommets qu'on avait là, ben, ils ont été enfoncés au mois de juillet, mais la reprise qu'on a eue, elle n'a pas permis de se réinstaller au-dessus de ces sommets précédents. Alors que sur le stock 600, on a quand même réussi continuellement à se maintenir au-dessus de ce sommet de 2022, au-dessus du sommet ici de 2023. Hop, voilà. Et le CAC, sommet de 2022, sommet de 2023, ben en fait, on est plutôt à tendance à être en dessous. Hein. En tout cas, on n'arrive pas à remonter. Donc, le CAC, à part envisager que sur quelques semaines, il fasse mieux que le stock 600, dans l'ensemble, ça va pas être terrible. Alors voilà, donc est-ce qu'il faut croire que l'Europe va faire mieux que les États-Unis? Alors, on peut croire en se racontant des histoires fondamentales. Moi, je fais pas comme ça. Je fais donc ce qu'on appelle les forces relatives. Et là, ce que je vous présente, c'est la division des cours du stock 600 par le S&P 500. On prend un prix, on le divise par l'autre prix. Petit truc quand même, ils sont dans la même devise. C'est-à-dire que c'est le stock 600 exprimé en dollars qui est divisé par le S&P 500. Ou on peut faire pareil, ça revient à la même chose, le S&P 500 exprimé en euros qui divise le stock 600 en euros. En tout cas, ça veut dire que sur ce graphique, on voit les effets combinés de l'indice et de la devise. Donc, quand vous achetez les actions américaines, vous avez deux variables qui viennent faire votre performance. Vous avez la performance des actions, mais vous avez aussi la performance du dollar. C'est-à-dire que si les actions ne bougent pas, mais que le dollar monte, vous allez quand même encaisser l'appréciation du dollar, vous, Européens. Parce que le jour où vous allez revendre vos actions américaines, on va vous donner plus d'euros pour votre dollar. Donc, quand on regarde le graphique que je vous présente là, ça en tient compte. Donc, ce graphique, il baisse tout le temps. Enfin, non, on a eu une hausse en 2022 un petit peu. Mais la tendance générale, c'est plutôt une tendance baissière. Et si on remontait dans le temps, ça serait encore plus baissier. Ça veut dire que la division entre stock 600 et S&P 500 baisse. Ça veut dire que le stock 600 monte moins que le S&P 500 ou alors que le stock 600 baisse plus que le S&P 500. Mathématiquement, il y a deux possibilités seulement pour que ce ratio baisse. Donc, ça veut dire ce que l'on appelle le stock 600 sous-performe le S&P 500. Alors, bien sûr, depuis 2023, le stock 600, il a beaucoup sous-performé le S&P 500 à cause de l'intelligence artificielle que nous n'avons pas en Europe, et puis l'année dernière à cause du luxe que nous avons en Europe, de l'automobile que nous avons en Europe, etc. Enfin, on a un paquet de raisons pour lesquelles on a sous-performé. Donc cette très forte sous-performance, il se trouve que récemment, en plus, l'euro a été plutôt faible et qu'on est plutôt sur les niveaux les plus bas de l'euro depuis 2 ans. Donc la devise n'a pas apporté d'éléments de soutien à la performance des marchés européens. Donc cette sous-performance, elle a été très forte. Donc bien entendu que il y a beaucoup de gens qui disent bah oui, mais comme ça a beaucoup baissé, maintenant ça doit remonter, ça va remonter. Alors, je peux pas vous dire que ça ne va pas remonter parce que on est effectivement très survendu. Donc on pourrait avoir une reprise, mais la tendance baissière, elle remonte à 2007 et l'écart, il est absolument considérable. Donc on peut revenir et avoir de passer de là à là, ça nous ferait un peu de surperformance. Attention, il y en aurait certainement une partie qui serait à attribuer à la performance de l'euro, qui remonterait parce qu'il est très bas, et une partie qui viendrait des actions européennes qui peut-être feraient mieux que les actions américaines. Mais ça va être rapide parce que c'est ce qu'on appelle un pullback. Il n'y a rien qui permette d'envisager un retournement de tendance. Voilà, c'est beaucoup trop tôt.
Si on croit au retournement de tendance, on y a déjà cru des dizaines de fois et dans l'ensemble, on s'est fait avoir à chaque fois. Donc là, moi, je préfère laisser passer le temps avant d'envisager que réellement les actions européennes vont faire beaucoup mieux que les actions américaines. À cela, je vous ajouterai que si jamais on a une correction, euh, on pourrait avoir un stock 600 qui surperforme légèrement le S&P 500 si la correction est très forte sur les valeurs technologiques, parce que nous n'avons pas de valeurs technologiques. Donc en fait, une des choses qui pourrait expliquer une surperformance du stock 600, ça serait la baisse. Donc c'est une semi-bonne nouvelle. C'est juste qu'en Europe, potentiellement, on baisserait moins qu'aux États-Unis. Cela dit, je n'ai jamais vu l'Europe baisser moins que les États-Unis. Pourtant, dans les baisses, dans les baisses, on finit toujours par baisser plus. Bon, mais il y a un tout petit chemin pour qu'il y ait un petit peu de sous-performance, mais vraiment de surperformance de l'Europe, mais vraiment minuscule. Pour le moment, c'est pas vraiment ce qu'il faut envisager. Alors le CAC 40, c'est pas l'endroit où il faut être, et bien entendu, vous le savez, on nous en parle tous les jours, c'est cet écart de taux entre la France et l'Allemagne qui s'écarte. Et cet écart de taux entre la France et l'Allemagne, c'est un graphique que je vous présente là, qui est en base mensuelle depuis 2005. Donc pendant longtemps, de 2015 à 2021-2022, on est resté autour de 40 centimes d'écart de taux entre la France et l'Allemagne. Aujourd'hui, on est autour de 84-85. Et ce qui m'embête beaucoup moi, sur ce graphique, c'est pas qu'on se soit écarté, c'est qu'on s'est écarté avec des polarités. Sommet, on franchit le sommet, on baisse, on vient prendre appui sur le précédent sommet. On consolide, on franchit le sommet, on vient prendre appui sur le précédent sommet. Voilà, donc là, on est en train de monter, on a toujours un support à 60. Peut-être qu'il faut le mettre à 70. Enfin, en tout cas, celui-là à 60, il a déjà été testé. Mais a priori, l'écart, il a beaucoup plus de chances de continuer à s'écarter que de se restreindre. Donc, investir en France, c'est pas terrible. Alors, il y a deux secteurs en Europe qui sont toujours bien orientés. Le secteur des banques, ça c'est le secteur pan-européen, il y a aussi les banques anglaises dedans et suisses et le nord de l'Europe, mais c'est pas elles qui tirent la performance, ce sont les banques italiennes, espagnoles et françaises qui font la performance. Donc bonne performance du secteur bancaire, et tant qu'on est au-dessus de 205,20, aucun souci. Si on enfonce à un moment donné 205,20 sur le secteur SX7P, il faudra être prudent parce qu'on a quand même potentiellement une consolidation un petit peu plus vaste à mettre en place. Et en termes de hausse, on est quand même limité parce que là, c'est le même graphique que tout à l'heure, sauf que là, non, pardon, là, c'était un graphique à 5 ans. En base hebdomadaire. Et là, je vous montre la base mensuelle en clôture mensuelle. Donc, vous avez juste le dernier cours du mois. Mais ça permet d'épurer le graphique et les choses sont tout d'un coup très claires. Et qu'est-ce qui vous apparaît sur ce graphique? C'est que là, vous voyez, on a une différence, on a une résistance qui est absolument considérable. 237, on ne va pas le passer en 2025. Donc, la performance du secteur bancaire, voilà ce qui reste à faire et voilà ce qu'on a fait. Après, c'est vous qui décidez. Pour le moment, c'est bien. À court terme, c'est bien. Les valeurs industrielles, c'est pas mal aussi. Ça peut être étonnant, mais ça reste haussier. Donc, en résumé, on a quand même une année qui est dangereuse à cause de ce consensus qu'il y a plein de raisons d'être déçus et d'investisseurs qui peuvent facilement se mettre à prendre peur en cours d'année. Cela dit, pour le moment, les gens continue à avoir confiance, continue à payer les replis. Donc, tant qu'on n'a pas un signal, et je vous donnais les signaux à surveiller, sur le S&P 500, il faut surveiller 5007, sur le Nasdaq 100, 18600. Tiens, est-ce que j'ai bien recopié mon niveau? Parce qu'il me semblait que... non, sur le Nasdaq 100, le niveau à surveiller, c'est 20 280. Excusez-moi, je me suis trompée. 20 280 et Nvidia 128,60, 128,80. Ça, ce sont les trois niveaux à surveiller aux États-Unis. Si ça enfonce aux États-Unis, c'est qu'on entre dans un processus
consolidation de long terme aux États-Unis. Et une consolidation de long terme, ça veut dire que on peut avoir des corrections relativement fortes. C'est pas forcément lent, une consolidation de long terme. Mais si la correction est forte, ça veut dire que on va avoir une reprise à plus tard dans l'année qui sera relativement importante. Donc ça veut dire qu'on peut avoir une année aux États-Unis qui, a posteriori, pourra apparaître plate, alors que pendant, elle va être relativement agitée. Moi, c'est plutôt ce que j'envisage, mais j'ai pas encore le signal que le sommet final est en place. D'accord? Peut-être que le sommet final est encore devant nous aux États-Unis. Pour l'Europe, c'est beaucoup plus compliqué. Pour la France, c'est quasiment impossible de faire un nouveau sommet. Mais vous avez vu, le secteur bancaire et le secteur industriel, pour le moment, tous les deux, ils peuvent encore nous porter plus haut. Avec le secteur bancaire, vous avez le secteur des assurances qui est aussi très bien orienté, même mieux. Et avec le secteur industriel, vous avez le secteur de la construction qui est bien aussi. Bon, il y en a quelques autres, hein, mais les deux principaux que je voulais vous mettre en avant, c'était banque et assurance en Europe. Donc, quoi qu'il se passe, si à un moment donné, vous avez une correction qu'on peut estimer vive, les secteurs à privilégier en repli, ça sera banque, assurance, industrie, construction en Europe pour des achats. Et souvenez-vous, le secteur bancaire, 237, il ne faut pas insister. Hein. Peut-être qu'on ira quelques jours au-dessus, mais la probabilité pour qu'on dépasse ce niveau, elle est vraiment faiblissime. Voilà. Est-ce que vous avez encore une ou deux questions à me poser? Donc, année dangereuse Écoute, aussi parce que, sincèrement, les plats de long terme comme ça, c'est ce qu'il y a de plus compliqué. Le risque, c'est d'acheter en haut et de vendre en bas et plusieurs fois de suite. Voilà. C'est ce qu'on fait en général hein, dans les années de consolidation. Je alors vous on parle avait juste d'expérience. une question. Si les supports Oui. cassent sur un 10, quelle serait la durée de la correction? Est-ce que c'est possible de l'anticiper d'ailleurs? Non, on peut jamais anticiper les durées. Tout ce qu'on sait, ce sont les niveaux. C'est que le S&P, si on enfonce 5700, ben, le support sur lequel il faut oser aller acheter, quoi qu'il se passe, c'est 5120. Peut-être que 5120, pendant 3 jours ou une semaine, on va passer en dessous, mais la force de rappel vers 5120, elle sera phénoménale sur le S&P 500. Mais on a plein de chemins pour y aller et c'est impossible de le savoir. On peut toujours s'amuser, enfin voilà, mais je ne vais pas vous dire n'importe quoi, parce que ça serait n'importe quoi. Je vous ai dit ce que je savais. C'est pas grand-chose, mais il faut arriver à établir un plan de trading à partir de ce que l'on sait et pas à partir de ce que l'on croit. Parfait, bah écoute, merci beaucoup. On a terminé pour ce webinaire. Merci encore une fois Valérie. Je vous rappelle que vous retrouverez ce webinaire en replay dès demain sur notre chaîne YouTube et sur IG Academy. Donc n'hésitez pas à regarder à nouveau. Et puis on aura rendez-vous en février pour un prochain thème. On pourra vous l'annoncer par email. Donc restez aux aguets. Merci, bonsoir. Bonne soirée.